Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de Les Furies de Lorraine Groff, lu par Corinne Kempa. Pour Clay, bien sûr. Fortune. Chapitre 1. Une bruine épaisse tombant du ciel, tel un soudain mouvement de rideau. Puis les oiseaux cessèrent d'accorder leurs cris. L'océan se tut. Sur l'eau, les lumières des maisons s'atténuèrent. 2 personnes s'en venaient sur la plage. Elle était blonde et osseuse dans son bikini vert, bien qu'on fût en mai dans le Maine et qu'il fît froid. Il était grand, vif, une lumière l'animait, qui attirait le regard, le capturait. Ils s'appelaient Lotto et Mathilde. L'espace d'une minute, ils contemplèrent une mare remplie de créatures pleines d'épines qui, en se cachant, soulevaient des tourbillons de sable. Il prit son visage entre ses mains et embrassa ses lèvres pâles. Il aurait pu mourir de bonheur en cet instant. Il eut une vision. Il vit la mer enfler pour les ravir, emporter leur chair et rouler leurs os sur ses molaires de corail dans les profondeurs. Si elle était à ses côtés, pensa-t-il, il flotterait en chantant. Certes, il était jeune, 22 ans, et il s'était marié le matin même, en secret. En ces circonstances, toute extravagance peut être pardonnée. Ses doigts fins à l'arrière de son boxeur lui brûlaient la peau. Elle le poussa pour gravir la dune couverte de pois de mer, puis ils redescendirent là où le mur de sable les abritait du vent, où l'on avait plus chaud. Sous son haut de maillot, la chair de poule virait au bleu lunaire et ses tétons s'étaient rétractés sous l'effet du froid. Agenouillés à présent, même si le sable grossier leur faisait mal. Ça n'avait pas d'importance. Il n'était plus que bouches et mains. Il l'allongea, remonta les jambes de Mathilde autour de sa taille et la recouvrit de sa chaleur jusqu'à ce qu'elle cesse de grelotter, forma une dune avec son dos. Elle avait les genoux pointés vers le ciel. Il aspirait à quelque chose de puissant, dépourvu de mots. Quoi ? Se revêtir d'elle, comme d'un vêtement. Il imaginait vivre dans sa chaleur pour l'éternité. Les gens qui peuplaient sa vie étaient tombés les uns après les autres, pareils à des dominos. À chaque mouvement, il la clouait un peu plus afin qu'elle ne puisse plus l'abandonner. Il se représentait une vie entière à baiser sur la plage, avant de devenir un de ces vieux couples pratiquant la marche nordique le matin, dont la peau est comme de la pâte de noix laquée. Même vieux, il la ferait valser dans les dunes et assouvirait son désir pour sa fine ossature d'oiseau sexy, avec prothèse de hanches et genoux bioniques. Des drones garde-côtes apparaîtraient dans le ciel, braqueraient leurs lampes sur eux en hurlant « Fornicateurs ! Fornicateurs !» pour les couvrir de honte et les chasser. Et ceci pour l'éternité. Il ferma les yeux, fit un vœu. Ses cils sur sa joue, ses cuisses autour de sa taille, c'était la première fois qu'il consommait cette chose terrible qu'il venait d'accomplir. Le mariage, c'était pour toujours. Il avait prévu un lit digne de ce nom pour qu'il y ait un peu de cérémonial. Il s'était approprié la maison de plage de Samuel, son camarade de chambre, car il avait passé là presque tous les étés depuis ses 15 ans et savait que la clé était dissimulée sous une carapace de tortue dans le jardin. C'était une maison pleine d'imprimés écossais et Liberty, de faïences colorées Fiesta et d'une bonne couche de poussière. Et puis la chambre d'amis que le phare balayait de ses 3 éclats, la nuit, avec en contrebas, la plage pleine de rochers. Voilà ce que Lotto avait imaginé comme première fois avec cette fille magnifique qu'il avait transformée par magie en épouse. Mais Mathilde avait eu raison d'insister pour une consommation du mariage en plein air. Elle avait toujours raison. Il la prendrait bien assez tôt. Tout se termina trop vite. Quand elle cria, les goélands cachés derrière la dune fusèrent vers les nuages bas,
telles des chevrotines. Plus tard, elle lui montrerait l'entaille qu'une coquille de moule avait laissée sur sa 8e vertèbre tandis qu'il la pilonnait. Ils étaient si près l'un de l'autre que lorsqu'ils éclatèrent de rire, celui de Lotto jaillit de son ventre à elle et celui de Mathilde de sa gorge à lui. Il embrassa ses pommettes, ses clavicules, le creux pâle de son poignet aux veines bleues semblables à des racines. Cette terrible faim qu'il pensait rassasier ne l'était pas. La faim décelable dans le commencement. « Ma femme à moi, dit-il. Plutôt que de s'en revêtir, peut-être pourrait-il l'avaler tout entière. Ah oui, bien sûr, puisque je suis un bien meuble. Puisque le roi, mon père, m'a échangé contre 3 mules et un pot de beurre. J'adore ton pot de beurre. C'est mon pot de beurre à moi, maintenant, si salé, si doux. Arrête, répliqua-t-elle. Elle ne souriait plus, elle, si timide et constante, qu'il fut alarmé de la voir si proche et dépourvue de ce sourire. Personne n'appartient à personne. On a accompli quelque chose de plus vaste. C'est nouveau. Il la regarda pensif, lui mordilla le bout du nez. Il y avait 2 semaines qu'il l'aimait de toutes ses forces et, l'aimant ainsi, considérait qu'elle était transparente, une plaque de verre. Il voyait à travers elle jusqu'à sa bonté intérieure. Mais le verre était fragile. Il lui faudrait prendre des précautions. « Tu as raison, » répondit-il, tout en pensant. « Non », songeant qu'ils s'appartenaient profondément l'un à l'autre, avec certitude. Entre leurs 2 peaux, le plus fin des espaces, à peine assez pour l'air, pour ce voile de sueur qui à présent refroidissait. Et pourtant, un 3e personnage, leur couple, s'y était glissé. Chapitre 2. Ils grimpèrent à travers les rochers pour retourner à la maison qu'ils avaient laissée allumée dans le crépuscule. Une unité, un couple constitué d'éléments distincts. Lotto parlait fort, il rayonnait. Mathilde était discrète, aux aguets. Il était facile de croire que Lotto représentait la meilleure moitié, celle qui donnait le ton. Certes, tout ce qu'il avait vécu jusqu'ici l'avait solidement destiné à Mathilde. Certes, si sa vie ne l'avait pas préparée pour le moment où elle avait fait son entrée, leur couple n'aurait jamais existé. La bruine s'épaissit. Ils franchirent en hâte les derniers mètres de plage. Arrêtons-les là dans notre tête mince, jeune, passant de l'obscurité à la chaleur, courant sur le sable froid les galets. Nous reviendrons à eux. Pour l'instant, c'est lui que nous ne pouvons quitter des yeux. C'est lui qui brille. Lotto adorait cette histoire. Il était né, comme il le disait toujours, dans l'œil du cyclone. Dès le début, il a su manipuler le temps à son avantage. Sa mère était très belle à l'époque et son père était encore de ce monde. L'été, fin des années 1960, Hamlin en Floride. La demeure au milieu de la plantation était flambant neuve. Il y avait encore des étiquettes sur les meubles. Les volets n'avaient pas été vissés et quand la tornade passa la première fois, ce fut un fracas d'enfer. Ensuite, une éclaircie. Les gouttes de pluie dégoulinaient des orangers amers. Pendant cette accalmie, l'usine d'embouteillage grondait sur 2 hectares des terres familiales. Dans le couloir, 2 femmes de chambre, la cuisinière, un paysagiste et le chef d'équipe de l'usine se pressaient, l'oreille collée à la porte. Dans la chambre, Antoinette se débattait entre les draps blancs, tandis que l'énorme Gawain maintenait sa tête brûlante. Sally, la tante de Lotto, s'était accroupie pour attraper le bébé. Lotto fit son entrée, goblinesque, avec ses longs membres, ses pieds et ses mains énormes, ses poumons d'acier. Gawain le tint à la lumière de la fenêtre. Le vent se levait de nouveau. Les chênes vivants conduisaient la tempête de leurs bras moussus. Gawain se mit à pleurer. Il avait atteint le sommet de son existence. « Gawain Junior », déclara-t-il. Mais c'était Antoinette qui avait accompli tout le travail, en fait, et déjà l'ardeur qu'elle ressentait à l'égard de son mari
était pour moitié détournée vers son fils. « Non !» répondit-elle. Elle se rappela un rendez-vous avec Gawain, le velours bordeaux du cinéma, Camelot à l'écran. « Lancelot !» dit-elle. Les prénoms de ces hommes suivraient le thème des chevaliers. Elle n'était pas dépourvue d'un sens de l'humour bien à elle. Avant que la tornade ne frappe à nouveau, le médecin arriva pour recoudre Antoinette. Sally oignit la peau du bébé d'huile d'olive. Elle avait l'impression de tenir son propre cœur battant entre ses mains. « Lancelot !» murmura-t-elle. « Quel nom ! Tu vas te faire casser la figure. Mais ne t'inquiète pas. Je veillerai à ce que tu deviennes Lotto. » Et comme elle était capable de se mouvoir derrière le papier peint en bonne petite souris qu'elle était, ils l'appelèrent Lotto. Le bébé était exigeant, le corps d'Antoinette dévasté, ses seins mâchouillés. L'allaitement n'était pas une réussite. Mais dès que Lotto commença à sourire, elle vit qu'il était à son image, avec son charme et ses fossettes, et elle lui pardonna. Quel soulagement de retrouver en lui sa propre beauté. Les membres de la famille de son mari n'étaient pas gracieux. Ils étaient issus de tous les peuplements de Floride, des Timucuas, des origines aux Espagnols, en passant par les Écossais, les esclaves en fuite, les Séminoles et les profiteurs nordistes. Dans l'ensemble, ils ressemblaient à des biscuits trop cuits. Sally avait le visage osseux, sévère. Gawain était poilu, énorme et taiseux. Une blague courait à Hamlin selon laquelle il n'était qu'à moitié humain, fils d'un ours qui avait attaqué sa mère alors qu'elle se rendait au cabinet situé dans la remise. De tout temps, Antoinette avait été séduite par les danseurs lisses et gracieux, pommadés à la fortune ostentatoire. Pourtant, 1 an après son mariage, elle était toujours si attirée par son mari que lorsqu'il rentrait du travail le soir, elle le suivait tout habillée dans la douche, comme hypnotisée. Antoinette avait grandi dans une maison traditionnelle sur la côte du New Hampshire. 5 sœurs cadettes, des courants d'air si terribles l'hiver qu'elle croyait mourir chaque matin quand elle se levait pour s'habiller. Des tiroirs remplis de boutons et de piles usagées. Des pommes de terre en guise de repas encore et encore. Elle avait pris le train pour l'université de Smith, mais n'avait pu en descendre. Sur le siège voisin du sien, un magazine était ouvert sur une image de la Floride. Des arbres dégoulinant de fruits d'or, le soleil, le luxe, la chaleur. Des femmes avec des queues de poisson ondulaient dans un camailleux de verre. Le destin se présentait. Elle alla jusqu'au bout de la ligne, jusqu'où le lui permettait son porte-monnaie, puis fit du stop jusqu'à Weeki-Wachee. Quand elle entra dans le bureau du directeur, il avisa ses cheveux blonds vénitiens qui lui tombaient jusqu'à la taille, ses formes sculpturales, et il murmura « Oui ». Paradoxe de la condition de sirène, plus elle paraît alanguie, plus c'est du boulot pour elle. Antoinette affichait un sourire ébloui et langoureux. Des lamentins la frôlaient, des crapets harlequins lui grignotaient les cheveux. Mais à 23 degrés, l'eau était froide, le courant fort et la quantité d'air retenue dans les poumons devaient être exacts pour contrôler la flottaison et l'immersion. Le tunnel que devaient traverser les sirènes pour aboutir à leur bassin était long, noir, parfois leurs cheveux s'y accrochaient et elles étaient tirées en arrière. Antoinette ne pouvait voir le public, mais elle sentait le poids des regards à travers la paroi vitrée. Elle jouait de son charme face à ces spectateurs invisibles. Elle les faisait rêver. Pourtant, de temps en temps, en souriant, elle songeait aux sirènes qu'elle connaissait. Non, pas la petite sirène pleine de sensiblerie qu'elle prétendait être, mais celle qui avait renoncé à sa langue, à ses chants, à sa queue de poisson et à son foyer pour devenir immortelle. Celle qui, par son chant, avait amené un navire et tout son équipage à se perdre sur les brisants, puis les avait observés, féroces, tandis qu'ils s'abîmaient dans les profondeurs. Bien sûr, elle se rendait dans les bungalows quand on l'y demandait. Elle rencontrait des acteurs de télévision, des comédiens, des joueurs de baseball, et même une fois ce chanteur qui roulait des hanches.
à l'époque où il était devenu une star de cinéma. Il lui murmurait des promesses qu'il ne tenait jamais. Aucun jet privé ne venait la chercher. Aucun entretien avec un metteur en scène ne s'ensuivait. Elle ne s'installerait pas dans une maison à Beverly Hills. Elle aborda la trentaine, 32, 35. Elle ne serait jamais une starlette, comprenait-elle tout en soufflant ses bougies. Tout ce qu'elle avait devant elle, c'était l'eau froide et la lenteur du ballet. C'est alors que Sally entra dans la salle de spectacle située au-dessous du bassin. Elle avait 17 ans, le corps brûlé par le soleil. Elle s'était enfuie de chez elle, elle voulait vivre. Voir autre chose que ce frère silencieux qui passait 18 heures par jour dans son usine d'embouteillage et ne revenait à la maison que pour dormir. Mais le chef de la troupe des sirènes lui rit au nez. Si maigre, elle ressemblait plus à une anguille qu'à une nymphe. Elle croisa les bras et s'assit par terre dans son bureau. Il lui proposa de tenir le stand de hot-dog et la releva. Puis elle pénétra dans l'amphithéâtre sombre et s'arrêta, médusée, devant la vitre éclatante où Antoinette était en plein numéro, vêtue d'un haut de bikini rouge et d'une queue de poisson. Elle captait toute la lumière. L'attention fervente de Sally se concentra soudain sur cette femme qui se trouvait derrière la paroi de verre, et elle ne s'en détacha plus jamais. Elle se rendit indispensable, elle cousit les queues ornées de sequins portés sur les photos, apprit à utiliser un masque de plongée pour pouvoir gratter les algues sur l'intérieur du bassin. Un an plus tard, un jour où Antoinette, vautrée sur un banc du vestiaire, retirait sa queue de poisson trempé, Sally s'approcha. Elle lui donna un prospectus vantant le nouveau parc d'attractions Disney à Orlando. « Tu es Cendrillon !» chuchota-t-elle. Jamais Antoinette ne s'était sentie ainsi comprise. « C'est vrai ?» répondit-elle. Elle le fut. On l'habilla d'une robe de satin à crinoline et d'une tiare de zirconium. Elle avait un appartement dans une orangeraie et une nouvelle colocataire, Sally. Antoinette prenait un bain de soleil sur le balcon, bikini noir surmonté d'une trace de rouge à lèvres rouge, quand Gawain apparut en haut de l'escalier avec le rocking chair familial. Dans la chambranle de la porte, il occupait tout l'espace, plus de 2 mètres, si hirsute que sa barbe rejoignait ses cheveux, si seul que les femmes qui le croisaient pouvaient percevoir sa solitude dans son sillage. On l'avait cru un peu lent d'esprit. Pourtant, après la disparition de ses parents, morts dans un accident de voiture alors qu'il avait 20 ans, lui laissant la charge de sa petite sœur âgée de 7 ans, il fut le seul à comprendre la valeur de la propriété familiale. Grâce à son héritage, il contracta un prêt afin de bâtir une usine pour mettre en bouteille l'eau fraîche de la source qui jaillissait sur ses terres. Vendre aux habitants de Floride ce qui leur appartenait, de fait, était certes à la limite de la moralité, mais c'était ainsi que les Américains gagnaient de l'argent. Il accumula des richesses sans rien dépenser. Quand son besoin d'avoir une femme devint trop dévorant, il fit construire cette magnifique demeure de planteur entourée de majestueuses colonnes corinthiennes blanches. Les épouses aimaient les colonnades impressionnantes, lui avait-on dit. Il attendit. Aucune épouse ne se présenta. C'est alors que sa sœur l'appela, exigeant qu'il lui apporte des objets de famille pour meubler son nouvel appartement, et le voici, figé sur place, devant une Antoinette pâle et sculpturale. On ne pouvait guère en vouloir à celle-ci de ne pas comprendre immédiatement ce qu'elle avait sous les yeux. Pauvre Gawain, avec sa tignasse et vêtements de travail sales. Antoinette lui sourit et se rallongea pour que le soleil puisse continuer de l'adorer. Sally regarda son ami puis son frère. Elle sentit que les pièces s'emboîtaient. Elle déclara « Gawain, je te présente Antoinette. Antoinette, je te présente mon frère. Il a quelques millions à la banque. » Antoinette se leva, traversa la pièce, lunettes de soleil remontées sur la tête. Gawain était assez proche d'elle pour voir ses pupilles engloutir ses iris et distinguer son propre reflet au fond de ses yeux. Le mariage eut lieu très vite. Les sirènes d'Antoinette étaient assises sur les marches de l'église, queues miroitantes, jetant sur les jeunes mariés des poignées de granulés pour poissons.
La famille du Nord supporta la chaleur en maugréant. Le dessus du gâteau en pâte d'amande sculpté par Sally représentait son frère soulevant d'un bras une Antoinette horizontale, adagio qui constituait le grand finale du show des sirènes. Une semaine plus tard, le mobilier de la maison était commandé, les domestiques embauchés, et des bulldozers creusaient la piscine. Son confort assuré, Antoinette ne sut plus comment dépenser son argent. Tout le reste était d'une qualité digne des catalogues de vente par correspondance. Et ça lui suffisait bien. Pour Antoinette, ce confort était un dû. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était de tomber amoureuse. Gawain la surprit par sa gentillesse et son discernement. Elle le prit en main. Quand elle eut rasé tous ses poils, elle découvrit un visage sensible, une bouche aimable. Avec les lunettes cerclées de cornes qu'elle lui avait achetées et le costume approprié, il n'était peut-être pas beau, mais il avait de l'allure. Il lui sourit depuis l'autre bout de la pièce, transformé. À cet instant, la petite flamme qui s'était allumée en elle devint brasier. 10 mois plus tard, arrivait la tornade et le bébé. Il allait de soi pour ces 3 adultes que Lotto avait quelque chose de spécial. Et c'était un bébé en or. Gawain déversa sur lui l'amour qu'il avait ravalé pendant si longtemps. Le bébé grumeau de chair modelé par l'espoir. Considéré comme un benêt depuis toujours, Gawain sentait le poids de son génie lorsqu'il tenait son fils dans ses bras. Sally, de son côté, s'occupa de faire tourner la maison. Elle embaucha des nounous, puis les renvoya parce qu'elle n'était pas elle. Quand le bébé commença à se nourrir d'autre chose que de lait, elle lui mâchait des morceaux de banane et d'avocat pour les lui mettre ensuite dans la bouche, comme s'il avait été un poussin. Et puis dès qu'Antoinette reçut des sourires en retour aux siens, elle consacra son énergie à Lotto. Elle mit du Beethoven à fond sur la chaîne hi-fi, hurlant les termes musicaux qu'elle avait appris dans les livres. Elle prit des cours par correspondance sur le mobilier américain d'avant l'indépendance, sur les mythes grecs, la linguistique, donnant à son fils lecture intégrale de ses dissertations. Peut-être que ce bébé au visage couvert de purée de pois dans sa chaise haute n'absorbait qu'un 12e de ses idées, mais nul ne sait ce qu'un cerveau d'enfant peut emmagasiner. Pour qu'il devienne un grand homme, ce dont elle était convaincue, il fallait œuvrer dès maintenant. L'incroyable mémoire de Lotto se révéla lorsqu'il avait 2 ans, et Antoinette fut satisfaite. Don à double tranchant qui lui faciliterait la vie dans tous les domaines, mais le rendrait paresseux. Un soir, Sally lui lut un poème pour enfants avant qu'il aille au lit, et au matin, dans la salle du petit déjeuner, il monta sur une chaise pour le déclamer. Gawain applaudit, stupéfait, et Sally s'essuyait les yeux avec un rideau. « Bravo !» dit tranquillement Antoinette, et elle tendit sa tasse pour réclamer un peu plus de café, dissimulant le tremblement de sa main. Sally lut à Lotto des poèmes plus longs le soir. Il les récitait le lendemain matin. Une certitude grandissait en lui à chaque nouveau succès, comme un escalier invisible gravi peu à peu. Quand d'autres exploitants d'eau de source venaient à la plantation passer de longs week-ends avec leurs femmes, Lotto descendait en cachette et se faufilait sous la table du dîner. Dans cette espèce de caverne, il voyait les gros pieds des hommes posés sur leurs mocassins, le pastel de coquillages humides formé par les petites culottes des dames. Il surgissait en récitant « Si » de Kipling, sous une ovation rugissante. Mais le plaisir que lui causaient les applaudissements de ces inconnus était amoindri par le mince sourire de sa mère, son doux « Va te coucher, Lancelot », en guise d'éloge. Quand elle faisait des compliments, il cessait de fournir des efforts, elle l'avait remarqué. Les puritains connaissent l'importance de la frustration. Au milieu de l'humidité nauséabonde du centre de la Floride, des oiseaux aux longues pattes et des fruits cueillis sur les arbres, Lotto grandit. Sitôt qu'il sut marcher, il passa ses matinées auprès d'Antoinette, ses après-midi aérés parmi les buissons sablonneux, les sources froides qui bouillonnaient à fleur de terre, les marécages peuplés d'alligators qui l'épiaient depuis les roseaux. Lotto était un adulte miniature, dicère, rayonnant. Sa mère attendit 1 an de plus avant de l'envoyer à l'école, et jusqu'à son entrée en cours préparatoire, il ne connut pas d'autres enfants,
car Antoinette était trop bien pour les gens de cette petite ville. Les filles du chef d'équipe étaient disgracieuses et turbulentes, et Antoinette savait où cela mènerait, alors non merci. La maison était remplie d'employés qui servaient Lotto en silence. S'il jetait une serviette par terre, quelqu'un la ramassait. S'il voulait manger à 2 heures du matin, la nourriture arrivait comme par magie. Tout le monde veillait à lui faire plaisir, et Lotto, n'ayant pas d'autre modèle, agissait de même envers les autres. Il brossait les cheveux d'Antoinette, laissait Sally le porter, même lorsqu'il fut presque de la même taille qu'elle, se tenait assis en silence près de Gawain tout l'après-midi, dans son bureau, apaisé par la calme bonté de son père. Cette façon qu'il avait de temps en temps de montrer un visage si rayonnant de bonheur qu'ils en clignaient tous des yeux. Son père était heureux à la seule pensée que Lotto existait. Une nuit, quand il avait 4 ans, Antoinette vint le chercher dans son lit. À la cuisine, elle versa de la poudre de cacao dans un bol, mais oublia d'ajouter du lait. Il mangea la poudre avec une fourchette, la plongeant dedans, puis la léchant. Ils restèrent assis dans le noir. Depuis 1 an, Antoinette négligeait ses cours par correspondance, leur préférant les émissions de télévision d'un prédicateur, lequel ressemblait à un buste de polystyrène sculpté par un enfant et peint à l'aquarelle. L'épouse du prédicateur portait de l'eyeliner permanent et se faisait des coiffures élaborées, véritables cathédrales de cheveux qu'Antoinette imitait. Elle s'était procuré des cassettes prosélytes qu'elle écoutait au bord de la piscine avec un énorme casque et un magnétophone 8 pistes. Ensuite, elle rédigeait des chèques démesurés que Sally brûlait dans l'évier. « Mon chéri », murmura cette nuit-là Antoinette à l'oreille de Lotto, « nous sommes ici pour sauver ton âme. Sais-tu ce qui arrivera aux mécréants tels que ton père et ta tante le jour du jugement dernier ?» Elle n'attendit pas sa réponse. Oh, elle avait bien essayé de montrer la lumière à Gawain et à Sally. Elle voulait désespérément partager avec eux le royaume céleste, mais il se contentait de lui adresser un sourire du bout des lèvres et de s'éloigner. Depuis leur siège dans les nuages, accablés de chagrin, son fils et elle regarderaient les 2 autres brûler pour l'éternité. Mais elle devait absolument sauver Lotto. Elle enflamma une allumette et commença à lire l'Apocalypse d'une voix tremblante et assourdie. Quand l'allumette s'éteignit, elle en gratta une autre pour continuer sa lecture. Lotto observait la flamme qui grignotait le mince bâtonnet de bois. Et alors qu'elle se rapprochait des doigts de sa mère, il sentit la chaleur se propager dans les siens, à croire que c'était lui qui se brûlait. Ténèbres, trompettes, créatures marines, dragons, anges, cavaliers, monstres aux yeux innombrables. Il peuplerait ses rêves pendant des décennies. Il regardait les magnifiques lèvres de sa mère bouger, ses yeux perdus dans leurs orbites. Il se réveilla le matin avec la certitude d'être observé, d'être jugé à chaque instant. L'église pendant toute la journée. Quand il avait de mauvaises pensées, il affichait un visage innocent. Même seul, il donnait le change. Lotto aurait été brillant, mais ordinaire si les années avaient suivi ce cours. Juste un gosse privilégié de plus, au petit chagrin banal. Mais vint le jour où Gawain prit sa pause quotidienne, à 15h30, et remonta la longue et verte pelouse qui menait à la maison. Sa femme était assoupie près de la piscine, côté grand bassin, bouche ouverte, paume tournée vers le soleil. Il la recouvrit doucement d'un drap, pour lui éviter un coup de soleil, et l'embrassa au creux du poignet. Dans la cuisine, Sally sortait des biscuits du four. Gawain contourna la maison, cueillit une nèfle du Japon, fit rouler le fruit amer dans sa bouche, puis il s'assit sur la pompe près des hibiscus sauvages et observa le chemin de terre jusqu'à ce qu'il voie apparaître son fils, moustique, mouche, menthe religieuse, sur son vélo. C'était le dernier jour de l'année au collège. Devant Lotto, l'été s'étendait tel un vaste fleuve paisible. Il allait se faire une orgie de rediffusion de séries, tous les épisodes qu'il avait ratés à cause de l'école. Chéri, fais-moi peur, Happy Days. Des parties de pêche à la grenouille dans les étangs en pleine nuit.
Le bonheur du garçon rayonnait dans l'allée. L'idée de son fils émouvait Gawain, mais le loto véritable tenait du miracle, grand, drôle, magnifique, supérieur à ses géniteurs. Soudain, le monde se contracta autour du garçon. Stupéfiant. Gawain eut l'impression que tout se dessinait avec une clarté si intense qu'il pouvait voir jusqu'aux atomes. Loto descendit de bicyclette lorsqu'il aperçut son père qui semblait dormir contre la vieille pompe. Bizarre. Gawain ne faisait jamais la sieste. Loto demeura immobile. Un pivert piquetait un magnolia. Un petit lézard passa en trombe par-dessus le pied de son père. Loto lâcha son vélo et courut vers Gawain. Il prit sa tête dans ses mains et cria son nom si fort qu'en levant les yeux, il vit sa mère accourir, elle qui ne courait jamais, tornade blanche hurlante, tel un oiseau qui plonge en piqué. Le monde se révélait tel qu'il était, miné par des ombres souterraines. Loto avait vu un jour la terre s'ouvrir et engloutir la vieille remise familiale. Partout des effondrements de terrain. Il se hâtait sur les chemins sablonneux qui serpentaient entre les pacaniers, remplis de terreur à l'idée que le sol s'ouvre sous ses pieds et qu'il soit avalé par les ténèbres, ou que ça ne se produise pas. Les anciens plaisirs avaient perdu de leur couleur. L'alligator de 5 mètres de long tapi au fond des marécages qu'il avait nourri en volant des poulets surgelés dans le congélateur n'était plus à présent qu'un lézard. L'usine d'embouteillage, une grosse machine parmi d'autres. La ville vit la veuve vomir dans les azalées, son fils si beau lui tapotant le dos. Même pommette haute, même cheveux blonds vénitiens. La beauté donne à la douleur une grâce qui va droit au cœur. Hamlin pleura pour la veuve et son fils, mais ne pleura pas pour l'imposant Gawain, l'enfant du pays. Mais ce n'était pas seulement le chagrin qui la faisait vomir. Antoinette était de nouveau enceinte, et on lui conseilla de garder le lit. Pendant des mois, la ville observa la ronde des prétendants dans leurs voitures de luxe, avec leurs costumes noirs et leurs attachés-caisses, et spécula sur celui qu'elle choisirait. Qui n'aurait voulu épouser une veuve si riche et si belle ? Loto sombrait. Il essaya de torpiller ses résultats scolaires, mais les professeurs, habitués à son excellence, ne s'en laissèrent pas compter. Il alla s'asseoir auprès de sa mère et tenta d'écouter ses émissions religieuses en tenant sa main boursouflée. Mais l'idée de Dieu s'était gâtée dans son esprit. Il ne retenait que les rudiments, les histoires, la rigidité morale, la pureté maniaque. Du fond de son lit, aussi placide qu'un lamentin, Antoinette lui baisait les mains et le laissait partir. Ses émotions s'étaient enfouies au plus profond d'elle-même. Elle regardait tout de très loin. Elle enfla et enfla encore. Enfin, à la manière d'un gros fruit mûr, elle se fendit. Bébé Rachel, la graine, tomba. Quand Rachel se réveillait la nuit, Loto était le premier à son chevet. Il s'installait dans le fauteuil et lui donnait le biberon en la berçant. Elle l'aida à passer cette première année, sa petite sœur qui avait faim et qu'il pouvait nourrir. Son visage était ravagé par l'acné qui battait avec chaleur sous sa peau. Il avait perdu sa beauté. Ça n'avait aucune importance. Les filles se bousculaient pour l'embrasser à présent, par pitié ou parce qu'il était riche. Dans la bouche douce et limoneuse des filles, langue chaude et chewing-gum au raisin, il se concentrait et parvenait à dissoudre l'horreur qui s'était installée en lui. Fête de la langue dans le salon ou les parcs de nuit. Il rentrait chez lui à vélo dans la nuit floridienne, pédalant aussi vite qu'il le pouvait, comme pour dépasser sa tristesse, mais celle-ci était toujours plus rapide et le rattrapait invariablement. 1 an et 1 jour après la mort de Gawain, Loto, 14 ans, descendit à l'aube dans la salle du petit-déjeuner. Il s'apprêtait à prendre quelques œufs durs pour les manger en pédalant vers la ville où Trixie Dean l'attendait. Ses parents étaient partis pour le week-end. Il avait dans sa poche un flacon de produit nettoyant WD-40. Entretenir sa bécane, c'était important, lui avaient dit les autres garçons au collège. Dans le noir, la voix de sa mère résonna. « Chérie, j'ai du nouveau. » Dans un sursaut, il alluma la lumière
et la découvrit assise à l'autre bout de la table, toute de noir vêtue, ses cheveux ramenés sur le dessus de la tête en une couronne de feu. Pauvre maman, pensa-t-il, si négligée, si grosse. Selon elle, nul ne savait qu'elle avait continué de prendre ses antalgiques après la naissance de Rachel. Elle se trompait. Quelques heures plus tard, Lotto était sur la plage, clignant des yeux. Les hommes avec les attachés case n'étaient pas des prétendants, mais des avocats. Tout s'était envolé. Les domestiques avaient disparu. Qui allait faire tout le travail ? La belle demeure, son enfance, l'usine d'embouteillage, la piscine, Hamlin où ses ancêtres avaient toujours vécu, disparu. Le fantôme de son père, disparu. Échangé contre une somme d'argent obscène. L'endroit était joli, Crescent Beach, mais la maison était minuscule, rose, soutenue par des pieux plantés dans les dunes, pareille à une boîte de Lego en béton sur pilotis. En contrebas, c'était un enchevêtrement de palmiers et de pélicans volant en oblique dans le vent salé. On pouvait rouler sur la plage. Des pick-up dissimulés derrière les dunes crachaient du trash métal qu'on entendait jusque dans la maison. « Alors c'est ça ?» dit-il. « Tu aurais pu acheter des kilomètres de plage, maman. Qu'est-ce qu'on fiche dans cette petite baraque sans intérêt, hein ? Qu'est-ce qu'on fiche là ?» Bonne affaire. Faillite. Cet argent n'est pas pour moi, mon chéri, répondit sa mère. Il est à toi et à ta sœur. Tout est placé pour vous. Sourire de martyr. Qu'en avait-il à faire de cet argent ? Il détestait ça. Toute sa vie, il éviterait d'y penser, abandonnerait ce souci aux autres, supposant qu'il en avait assez. L'argent n'était ni son père, ni les terres de son père. Trahison, rétorqua-t-il, pleurant de rage. La mère prit le visage de son fils entre ses mains en s'efforçant de ne pas toucher à ses boutons. Non, mon chéri. Elle avait un sourire radieux. Liberté. Lotto boudait. Il s'asseyait seul sur le sable. Il touchait des méduses crevées du bout d'un bâton. Buvait des granités dans les stations-service sur la A1A. Et puis, il partit chercher un taco au stand où allaient les jeunes dans le coup, ce mini youpi avec son polo, son bermuda de madras et ses chaussures de bateau, même si c'était le genre d'endroit où les filles venaient en haut de maillot de bain et les garçons sans t-shirt pour faire bronzer leurs muscles. Lotto mesurait déjà plus d'1,80 m et il fêterait ses 15 ans à la fin du mois de juillet. Un lion, ce qui explique son caractère. Genoux et coudes écorchés, cheveux coiffés en arrière, son pauvre visage plein d'acné, désemparé, aveuglé par le soleil, à demi orphelin. On avait envie de le serrer contre soi pour l'apaiser. Quelques filles intéressées lui avaient demandé son prénom, mais il était trop prostré pour être attirant et elle l'avait laissé tomber. Il mangea tout seul à une table de pique-nique. Une petite feuille de coriandre resta collée à sa lèvre, ce qui fit rire un garçon asiatique à l'air gracieux. À côté du garçon, une fille aux cheveux hirsutes qui ne lésinait pas sur l'eyeliner avec rouge à lèvres rutilant, épingle de nourrice au-dessus du sourcil et fausse émeraude éclatante dans la narine. Elle le regardait avec une telle intensité que Lotto ressentit bientôt un chatouillement dans les pieds. Elle devait être bonne au lit, comprit-il, sans trop savoir comment. Assis près d'elle, un gros garçon avec des lunettes et un air rusé, son jumeau. L'asiatique s'appelait Michael, la fille intense, Gwenny. Le gros garçon serait le plus important des trois. C'était Cholly. Ce jour-là, il y avait au stand de taco un autre Lancelot, surnommé Lance. Quel hasard! Lance était maigre, pâle parce qu'il ne mangeait pas assez de légumes, feignait de boiter, portait un chapeau de travers et un t-shirt si long qui lui arrivait aux genoux. Il alla aux toilettes en imitant des percussions avec sa voix et en revint, traînant après lui une mauvaise odeur. Le garçon derrière lui donna un coup de pied dans son t-shirt et une petite crotte en tomba. Quelqu'un hurla « Lance s'est chié dessus !» La rumeur se répandit jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne qu'il y avait là un autre Lancelot, vulnérable celui-là, nouveau dans les parages et d'allure bizarre, et on l'interpella. « Alors le bleu, on t'a tellement fait peur que tu t'es chié dessus ? C'est quoi ton nom entier ?
Sœur Lancelot !» Lotto baissa la tête, misérable. Partit en abandonnant son taco, le pas lourd. Les jumeaux et Michael le rattrapèrent sous un palmier dattier. « C'est un vrai Ralph Lauren ?» demanda Cholly en tâtant la manche de son polo. « Ça coûte 80 balles dans les magasins !»« Chol !» dit Gwenny. « Arrête avec ton consumérisme !» Lotto haussa les épaules. « C'est une imitation, je pense. » Même si le contraire était évident. Ils le regardèrent longuement. « Intéressant !» fit Cholly. « Il est mignon !» déclara Michael. Ils se tournèrent vers Gwenny, qui plissa les yeux en fixant Lotto, jusqu'à ce qu'il ne soit plus que 2 fentes ourlées de mascara. « Ah, c'est bon !» soupira-t-elle. « Disons qu'on peut le garder. » Quand elle souriait, une fossette se creusait sur sa joue. Ils étaient un peu plus âgés que lui et avaient encore 2 années de lycée devant eux. Il connaissait des choses que Lotto ignorait. Il se mit à vivre pour le sable, la bière, la drogue. Il vola les antalgiques de sa mère pour les partager. Dans la journée, le chagrin d'avoir perdu son père devenait plus vague. Mais la nuit, Lotto se réveillait toujours en larmes. Son anniversaire arriva et il ouvrit une carte où était glissée une somme d'argent ridiculement élevée pour son âge. L'année scolaire fut comme le prolongement de l'été. C'était du gâteau pour lui cette année-là. La plage était son lieu de prédilection, de la fin des cours jusqu'à la nuit. « Sniffe ce truc !» lui disaient ses amis. « Fume ça !» Il sniffait, il fumait, il oubliait l'espace d'un instant. Gwenny était la plus intéressante de ses 3 nouveaux amis. Il y avait quelque chose de brisé en elle, même si on refusait de lui dire quoi. Elle traversait les 4 voies en plein milieu de la circulation, fourrait dans son sac des bombes de chantilly au Quickie Stop. Elle lui paraissait totalement rebelle, même si les jumeaux habitaient une grande maison de plain-pied, avaient leurs 2 parents et que Gwenny suivait des cours supplémentaires réservés aux élèves les plus brillants. Elle n'avait d'yeux que pour Michael, mais Michael posait la main sur le genou de Lotto dès que les autres avaient le dos tourné. Et la nuit, Lotto rêvait de déshabiller Gwenny pour toucher sa peau. Un soir, très tard, il prit sa main froide et elle le laissa faire pendant un moment, jusqu'à ce qu'il la serre, puis la relâche. Parfois, Lotto imaginait à quoi il ressemblait vu du ciel. Ils couraient en rond, se poursuivant les uns les autres. Seul Cholly demeurait à part, observant d'un air sombre les cercles sans fin auxquels il ne participait pas, essayant rarement d'y entrer. « Tu sais, dit-il un jour à Lotto, je crois que je n'ai jamais eu de véritable ami avant toi. » Ils étaient dans une salle d'arcade où ils jouaient à des jeux vidéo tout en discutant philosophie. Cholly tirait ses connaissances d'un paquet de cassettes trouvées à l'armée du salut. Lotto d'un manuel scolaire qu'il citait de mémoire sans rien y comprendre. Lotto leva les yeux et vit Pac-Man se refléter sur le front et le menton luisant de Cholly. Ce dernier remonta ses lunettes sur son nez en détournant les yeux. Lotto était tout attendri. « Moi aussi, je t'aime bien, » répondit-il. Et c'est seulement en prononçant ces mots qu'il sut combien c'était vrai. Cholly, garçon brut de décoffrage, dont la solitude et l'innocent désir de gagner de l'argent lui rappelaient son père. La vie débridée de Lotto ne survit pas au mois d'octobre. Quelques mois pour tant changer. Le point de bascule se produisit un samedi en fin d'après-midi. Ils étaient à la plage depuis le matin, Cholly, Gwenny et Michael assoupis sur la couverture rouge. Peau brûlée de soleil, salée par l'océan, goût amer de la bière dans la bouche. Bécasseau, pélican, un pêcheur plus loin sur la plage tirant de l'eau un poisson doré de 30 centimètres. Lotto contempla la scène longuement, jusqu'à ce qu'une image vue dans un livre se dessine peu à peu. La mer rouge, percée d'un chemin de pierre serpentant telle la langue d'un oiseau moqueur. Il ramassa une pelle abandonnée par un enfant et se mit à creuser, peau tendue comme couverte de superglue. Les coups de soleil étaient douloureux, mais en dessous, les muscles adoraient ce mouvement. Un corps puissant et triomphant. La mer sifflait et gargouillait. Peu à peu, les 3 autres s'éveillèrent. Gwenny se leva, elle rajusta son bikini et ses seins débordèrent. Mon Dieu, il avait envie de la lécher des pieds à la tête. Elle alla voir ce qu'il faisait. Elle comprit.
Une dure à cuire, cette fille, avec ses piercings, ses tatouages de taulard, qu'elle avait fait elle-même avec des aiguilles et des stylos. Pourtant, ses yeux semblaient débordés de son maquillage. Elle s'agenouilla et dégagea le sable avec ses bras. Cholly et Michael piquèrent des bêches dans le camion des flics de la plage. Michael agita un flacon de speed qu'il avait volé à sa mère et ils gobèrent les pilules. Ils creusaient tour à tour en faisant craquer leurs mâchoires. 4 gosses à problème au début d'octobre, du crépuscule jusqu'à la nuit noire. La lune s'éleva, mal fagotée, pissant sa lumière blanche sur les flots. Michael ramassa du petit bois et alluma un feu. Des sandwichs périmés pleins de sable, des ampoules aux mains qui saignaient. Ils s'en foutaient. Pour le cœur, le commencement de la spirale, ils renversèrent une chaise de sauveteur qu'ils enterrèrent en tassant bien le sable par-dessus. L'un après l'autre, ils essayèrent de deviner à haute voix ce que signifiait la sculpture de Loto. Nautile, crosse de fougère, galaxie, brin d'un fuseau qui s'égaillait. Force de la nature à la beauté idéale, parfaitement éphémère, songeait-il. Mais il était trop timide pour dire le temps. Il s'était réveillé, la langue pâteuse, mue par le désir de rendre l'abstrait concret, de construire sa nouvelle vision. Voilà ce qu'était le temps, une spirale. Il aimait la futilité de son effort, la fugacité de son œuvre. L'océan gagnait du terrain, il leur léchait les pieds. Il poussait les bords extérieurs de la spirale, se frayant un chemin à l'intérieur. Quand l'eau eut retiré le sable de la chaise du sauveteur, révélant sa blancheur pareille à celle d'un squelette, quelque chose se brisa et les fragments partirent en vrille vers l'avenir. Cette journée se replierait sur elle-même, mais son éclat se réverbérerait sur tout le reste. Tout prit justement fin le lendemain. Dans l'obscurité, Cholly, grandiose dans son délire, sauta de la chaise du maître nageur, remise debout. Un instant, il se détacha sur fond de pleine lune, mais il retomba mal et se fractura le tibia dans un craquement sinistre. Michael l'emmena en urgence à l'hôpital, laissant Gwenny et Loto seuls sur la plage, dans les ténèbres et le froid vent d'automne. Gwenny prit la main de Loto. Il sentit une effervescence sur sa peau. Le moment était venu. Il allait perdre son pucelage. Elle se jucha sur la barre de son vélo et il l'emmena à une fête dans une maison abandonnée au cœur des marais. Ils burent de la bière, regardèrent des jeunes plus âgés qui baisaient autour du feu de camp gigantesque, jusqu'à ce que Gwenny attire Loto dans la maison. Petites bougies sur les rebords de fenêtres, matelas où apparaissaient des membres luisants, des culs, des mains. Le désir, une histoire ancienne, ravivée par la chair fraîche. Gwenny ouvrit une fenêtre et ils l'enjambèrent pour s'asseoir sur le toit de la véranda. Est-ce qu'elle pleurait ? Son mascara formait d'effrayantes traînées noires sur ses joues. Elle colla sa bouche à la sienne et lui, qui n'avait pas embrassé une fille depuis qu'il était arrivé sur la côte, sentit de nouveau ce liquide brûlant lui parcourir les os. La fête battait son plein. Elle l'allongea contre le papier goudronné, sablonneux du toit. Il regardait son visage dans la faible lueur, puis elle souleva sa jupe, tira le fond de sa culotte sur le côté, et Loto, qui était toujours prêt, qui bandait à la moindre pensée abstraite de fille, des traces de pattes de bécasso sur le sable lui rappelaient une vulve, des packs de lait lui évoquaient des seins, eh bien, il n'était pas prêt pour cette abrupte première fois. Ça n'avait pas d'importance. Gwenny le fourra en elle, alors qu'elle n'était même pas humide. Il ferma les yeux, songea à des mangues, à des papayes fondues, à des fruits acides et doux dégoulinant de jus, et c'était parti. Il gémit, tout son corps s'adoucit, et Gwenny le regarda en souriant de ses lèvres mordillées, ferma les yeux à son tour et s'écarta. Et plus elle s'écartait, plus Loto essayait de la rattraper, à croire qu'il chassait une nymphe parmi les fourrés. Il se rappela de furtives images de magazines porno, l'amie à 4 pattes. Elle rit de lui en regardant par-dessus son épaule. Alors il ferma de nouveau les yeux et la pénétra. Il la sentit cambrer son dos comme un chat, enfouit ses doigts dans ses cheveux, et c'est là qu'il vit les flammes remonter le long de la fenêtre. Mais il ne pouvait plus s'arrêter. Impossible. Il espéra juste que la maison tiendrait le coup jusqu'à ce qu'il ait terminé. Gloire, il était fait pour ça. Tout craquait autour d'eux, une chaleur d'enfer. Gwenny frissonnait sous lui et soudain, 1, 2, 3,
Il explosa en elle. Alors il lui cria à l'oreille qu'il fallait partir tout de suite, sans même se rhabiller. Il se précipita vers le bord du toit et sauta dans les cycas. Gwenny se laissa choir à son tour, sa jupe s'ouvrant comme une tulipe. Ils se frayèrent un chemin hors des buissons. L'auto avait toujours la queue hors du pantalon et les pompiers les accueillirent par des applaudissements sardoniques. « Beau travail, Roméo !»« Lancelot !» murmura-t-il. « Appelle-moi Don Juan !» dit un flic en lui mettant les menottes, ainsi qu'à Gwenny. Le trajet fut rapide. Elle refusa de le regarder. Il ne la reverrait plus jamais. Puis il y eut la cellule, avec dans un coin l'espèce d'horreur dégoûtante qui servait de toilette. L'auto cherchant des petits morceaux de bois effilés pour s'en faire un poignard, et le ronron de l'ampoule qui, à l'aube, éclata dans une pluie d'éclats de verre. À la maison, le visage lugubre de Sally. Rachel, couchée sur la poitrine de l'auto, suçant son pouce. 1 an, et déjà pétri d'angoisse. C'était décidé. Il fallait éloigner l'auto de ces délinquants. Antoinette referma la porte derrière elle, fit craquer ses doigts, prit le téléphone. Toutes les pattes peuvent être graissées. Il suffit de mettre le paquet. Dès l'après-midi, l'affaire était conclue. Et le soir, l'auto franchissait la passerelle pour gagner l'avion. Il se retourna. Sally tenait Rachel dans ses bras. Elles pleuraient à chaudes larmes toutes les deux. Antoinette était là, les mains sur les hanches. Ses sentiments distordaient son visage. La colère, pensa-t-il. Il se trompait. La porte se referma sur l'auto, garçon banni pour ses péchés. Il oublierait le voyage vers le nord, mais pas le choc. Réveillé au matin sous le soleil de Floride, couché le soir dans les ténèbres froides du New Hampshire. Un dortoir qui sentait les pieds de garçon, la faim qui lui tenaillait le ventre. Au dîner ce soir-là à la cantine, il avait reçu un morceau de tourte au potiron sur le front. Il avait levé les yeux pour voir un groupe d'élèves se moquer de lui. Quelqu'un avait hurlé. « Oh, pauvre tarte à la citrouille !» Un autre. « Pauvre bouseux de Floride !» Et enfin un troisième avait lancé. « Tarte à la bouse !» Ce qui avait déclenché une hilarité décuplée et lui resta telle une étiquette. Lui qui toute sa vie avait déambulé partout dans une chaleur étouffante en se comportant comme le maître des lieux, il l'était, rentrait la tête entre les épaules en rasant les murs durs et glacés. Tarte à la bouse, un petit blanc sortant de sa campagne pour ces garçons de Boston et de New York. Boutonneux, le charme de l'enfance évanoui, trop grand, trop maigre. Un gars du Sud, un inférieur. Son argent, qui naguère le singularisait, n'avait plus rien d'extraordinaire chez les riches. Il se réveilla avant l'aube et s'assit en grelottant au bord de son lit pour regarder la fenêtre s'illuminer peu à peu. Boum, 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 faisait son cœur. La cafétéria aux pancakes froids, aux œufs à moitié cuits, ensuite le chemin au sol gelé jusqu'à la chapelle. Il appelait tous les dimanches à 18h, mais Sally n'aimait pas bavarder au téléphone. Antoinette ne sortait plus guère et n'avait pas grand-chose à raconter en dehors de ce qu'elle voyait à la télévision. Quant à Rachel, elle était trop petite pour faire des phrases. L'appel se terminait au bout de 5 minutes. Une mer sombre à franchir jusqu'au prochain coup de fil. Rien dans le New Hampshire ne dégageait la moindre chaleur. Même le ciel était d'un froid d'amphibien. L'auto se rendait au bain chaud près de la piscine dès l'ouverture du gymnase à 5h30 pour essayer de faire fondre la glace de ses os. Il se laissait flotter en imaginant ses amis fumant au soleil. S'il était resté auprès de Gwenny, il aurait déjà épuisé toutes les positions sexuelles qu'il connaissait, même les apocryphes. Seul Choly lui écrivait, bien que cela se résumât à des blagues sur des cartes postales porno. L'auto fantasmait sur les poutres du gymnase à 15 mètres du sol. Le saut de l'ange dans le petit bassin mettrait fin à tout cela. Non, il grimperait tout en haut de l'observatoire, se passerait une corde au cou, puis il plongerait. Non, il se glisserait dans les locaux de la maintenance, volerait la poudre blanche qui servait à nettoyer les sanitaires et en mangerait comme de la glace jusqu'à en faire écumer ses entrailles. Élément du théâtre qui déjà se jouait dans son imaginaire. Il n'eut pas le droit de rentrer pour Thanksgiving, ni pour Noël. « Je suis toujours puni ?»
demanda-t-il. Il s'efforçait de garder un ton viril, mais sa voix tremblait. « Oh, mon chéri, » répondit Sally, « ce n'est pas une punition. Ta maman veut que tu aies une vie meilleure. » Une vie meilleure? Ici, il était tarte à la bouse. Il ne jurait pas, donc il ne pouvait même pas se plaindre de son surnom. Sa solitude se mit à hurler plus fort. Tous les garçons devant pratiquer un sport, il fut obligé de s'engager dans l'équipe d'aviron des débutants, et ses mains se couvrirent d'ampoules qui devinrent des callosités, des espèces de coquilles. Le doyen le convoqua dans son bureau. Il avait entendu dire que Lancelot n'allait pas bien. Ses notes étaient parfaites. Il n'était pas stupide. Était-il malheureux? Le doyen avait des sourcils semblables à ces chenilles capables de ravager des pommiers en une seule nuit. « Oui, » répondit Lotto, « il était malheureux. »« fit le doyen. Lotto était grand, intelligent, riche, blanc. Les garçons comme lui étaient destinés à diriger la société. Peut-être, hasarda le doyen, s'il s'achetait un produit pour ses boutons, réussirait-il à grimper quelques échelons dans la hiérarchie? Il avait un ami qui pouvait lui préparer une ordonnance. Il chercha son bloc-notes pour y inscrire le numéro de téléphone. Dans le tiroir ouvert, Lotto distingua l'éclat familier d'un revolver huilé. La table de nuit de Gawain, l'étui de cuir. Et tandis qu'il essayait de survivre au jour suivant, il ne vit plus que ça, l'arme entreaperçue, dont il pouvait sentir le poids entre ses mains. En février, la porte de son cours de lettres s'ouvrit pour laisser entrer un crapaud vêtu d'une cape rouge, une faste larve, de pattes luisantes aux cheveux rares. Il y eut des ricanements. Le petit homme fit voler sa cape, puis écrivit au tableau « Denton Thrasher ». Il ferma les yeux et, quand il les rouvrit, son visage était perclus de douleur. Il tendait les bras, comme s'ils étaient chargés d'un objet lourd. « Hurlez, hurlez, hurlez !» chuchota-t-il. « Oh, vous êtes des hommes de pierre. Si j'avais vos langues et vos yeux, j'en userais de telle sorte que la voûte du ciel se fendrait. Elle est partie pour toujours. Je sais quand on est mort et quand on vit. Elle est morte comme la terre. Prêtez-moi un miroir, si son souffle en but ou trouble le verre. Alors, c'est qu'elle vit. » Silence, plus de ricanement. Les garçons se tenaient tranquilles. Une pièce inconnue s'illumina à l'intérieur de l'auto. Voilà la réponse à toutes les questions. On pouvait laisser son moi de côté et se transformer en quelqu'un d'autre. On pouvait réduire au silence la chose la plus effrayante du monde, une classe remplie d'adolescents. Lotto flottait dans le vague depuis la mort de son père. En cet instant, il recouvra toute son acuité. L'homme poussa un soupir et redevint lui-même. « Votre professeur est brutalement tombé malade. Pleurez-y, œdème, je vais le remplacer. Je m'appelle Denton Thrasher. Bien, dites-moi à présent ce que vous lisez, jeune damoiseau. »« Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, » murmura Arnold Cabot. « Que Dieu ait pitié de nous, » dit Thrasher, puis il prit la corbeille à papier et arpenta les rangées, l'une après l'autre, en y jetant les livres des élèves. D'aucuns ne devraient se contenter d'œuvres inférieures quand ils ont à peine effleuré celles du barde. Lorsque j'en aurai fini avec vous, vous suinterez Shakespeare par tous les pores. Et on appelle ça la bonne éducation. Les Japonais seront nos maîtres et empereurs dans 20 ans. Il s'assit sur le bord de son bureau, s'appuyant sur ses mains posées entre ses jambes. En premier lieu, dites-moi quelle est la différence entre la tragédie et la comédie. Francisco Rodriguez répondit. La solennité d'un côté et l'humour de l'autre, gravité et légèreté. Faux, déclara Denton Thrasher. C'est une astuce. Il n'y a pas de différence. C'est une question de perspective. L'art de conter une histoire est un paysage, la tragédie c'est la comédie et la comédie c'est le théâtre. Tout dépend de la manière dont vous cadrez ce que vous voyez. Regardez, dit-il. Et de ses mains, il forma un cadre qu'il déplaça à travers la pièce jusqu'à le fixer sur roulé en gelée.
le pauvre garçon dont le cou débordait par-dessus son col. Denton ravala ce qu'il s'apprêtait à dire, déplaça le cadre de ses mains sur Samuel Harris, un brun vif qui avait la cote, barreur dans l'équipe d'aviron de l'auto, puis déclara « Tragédie !» Les garçons éclatèrent de rire. Samuel, encore plus fort que les autres. Son assurance était un mur de vent. Denton Thrasher redéplaça son cadre jusqu'à ce qu'il soit face au visage de l'auto, qui vit se poser sur lui les yeux larmoyants du professeur. « Comédie !» dit-il. L'auto rit avec les autres, non pas parce que la chute était bonne, mais parce qu'il savait gré à Denton Thrasher de lui avoir révélé l'existence du théâtre. Il avait enfin trouvé un moyen de vivre en ce monde. Il joua Falstaff dans la pièce représentée au printemps, mais une fois le maquillage retiré, son misérable moi d'antan émergea de nouveau. « Bravo !» s'exclama Denton Thrasher lorsque l'auto interpréta le monologue d'Othello. Mais l'auto eut un vague sourire et retourna s'asseoir à sa place. En aviron, son équipe de débutants battit celle de l'université lors des entraînements et on le promut en position de tête, la place la plus importante. Néanmoins, tout lui semblait déprimant, même quand les oiseaux revinrent et que les bourgeons apparurent sur les arbres. En avril, Sally l'appela, en larmes. L'auto ne pouvait rentrer pour l'été. « Ce serait dangereux, » dit-elle, et il comprit que ses amis traînaient toujours dans les parages. Il imagina que Sally les avait vus sur la route, que ses mains prenant leur indépendance avaient donné un coup de volant pour les écraser. Oh, comme il avait envie de prendre sa petite sœur dans ses bras. Elle grandissait, elle ne se souviendrait plus de lui, et de goûter la cuisine de Sally, de respirer le parfum de sa mère, qu'elle lui parle de Moïse et de Job de sa voix éthérée, comme si elle les connaissait personnellement. « S'il te plaît, je t'en prie, je ne sortirai pas de la maison, » murmura-t-il. Et Sally répondit pour le consoler qu'elles viendraient toutes les trois lui rendre visite et qu'ils iraient ensemble à Boston. Dans sa tête, la Floride brillait tel le soleil. Il se disait que s'il la regardait en face, il deviendrait aveugle. Son enfance était obscurcie par cet éclat, impossible à discerner. Il raccrocha, désespéré, sans amis, abandonné, hystérique à force de s'apitoyer sur son sort. Un plan se dessina au dîner après une bataille de brownies à la menthe. Quand il fit nuit, que les fleurs dans les arbres ne furent plus que de pâles phalènes, l'auto sortit. Dans le bâtiment administratif se trouvait le bureau du doyen. Dans le bureau du doyen, le tiroir avec le revolver. Il imagina le doyen ouvrant la porte de son bureau le matin et découvrant un carnage. Puis son sursaut d'effroi. Sally et sa mère seraient terrassées par la douleur. Super. Il voulait qu'elles passent le restant de leur vie à pleurer, qu'elles meurent de chagrin à cause de ce qu'elles avaient fait. La seule chose qui le faisait vaciller, c'était sa sœur. Oh, mais elle était si petite. Elle ne saurait pas ce qu'elle avait perdu. Le bâtiment était un gros morceau d'ombre. Il chercha la porte à tâtons, pas verrouillée, et elle s'ouvrit. La chance était de son côté. Quelqu'un était de son côté. Il ne pouvait prendre le risque d'allumer la lumière. Il se dirigea en suivant les murs au toucher. Les panneaux d'affichage, le porte-manteau. Encore des panneaux d'affichage, une porte, un mur, une porte, un angle. La lisière d'un grand espace noir. L'immense hall. Dans sa tête, il voyait les choses comme en plein jour. Un double escalier tout au bout. Le long des coursives, à l'étage, étaient accrochés des portraits à l'huile d'hommes blancs bien en chair. Un bateau ancien était suspendu aux poutres. Dans la journée, de hautes fenêtres, à claire-voie, échangeaient leurs lumières, les unes avec les autres. À présent, c'étaient des puits de nuit. Il ferma les yeux, il irait avec courage au-devant de sa faim. Il tenta un pas en avant, un autre. Il aimait beaucoup la sensation soyeuse du tapis, l'obscurité vertigineuse qui s'étendait devant lui. Il bondit joyeusement de 3 pas. Et là, il se prit un grand coup en pleine figure. Il tomba à genoux, s'agita sur le tapis, complètement désorienté. Nouveau choc sur le nez. Il tendit les bras, mais il n'y avait rien. Si, là, quelque chose.
Il se renversa en arrière et sentit un frôlement. Ses mains s'agitèrent, effleurèrent une étoffe, du tissu sur du bois. Non, pas du bois, de la mousse. Non, pas de la mousse, un morceau de pudding bien dur. Ses mains descendirent, touchèrent du cuir délacé, une chaussure, petit choc contre ses dents. Il se jeta en arrière à quatre pattes, se déplaçant en crabe. Un hurlement strident jaillit d'on ne sait où, et, frénétique, il suivit le mur, jusqu'à ce que, après une éternité, il atteigne enfin l'interrupteur. Alors, dans l'horrible lumière, il se retrouva face au bateau suspendu, lequel avait chaviré sur le côté car il était chargé de la plus atroce des décorations de Noël. Un garçon, un enfant mort, visage bleu, langue pendante, lunettes de travers. Un instant plus tard, il le reconnut. Oh! Le pauvre roulé-en-gelé pendu à la boule de la proue d'un 8. Il avait grimpé là-haut, fait le nœud. Il avait sauté. Du brownie à la menthe partout sur lui. Le cri s'éteignit dans la poitrine de l'auto. Il détala. Après la police et les ambulances, vint le doyen. Il apporta à l'auto des donuts et une tasse de chocolat chaud. Les chenilles de ses sourcils dansaient sur son visage, grignotant les procès, les suicides mimétiques, les fuites dans la presse. Il ramena l'auto à son dortoir, mais quand les feux arrière de sa voiture eurent disparu, l'auto ressortit. Il ne pouvait rester auprès des autres garçons qui, en cet instant, n'étaient que d'innocents rêveurs aux songes anxieux, remplis d'anatomie féminine et de stages de perfectionnement d'été. Il se retrouva assis sur la scène de l'amphithéâtre au moment où la cloche de la chapelle sonnait 3 heures. Les longues rangées de sièges conservaient la forme des corps. Il sortit le pétard qu'il avait l'intention de fumer juste avant d'introduire le canon dans sa bouche. Rien n'avait de sens. Un sifflement aérien résonna sur sa droite. Denton Thrasher, sans lunettes, vêtu d'un pyjama usé, longea le parterre, sa trousse de toilette à la main. « Denton ?» dit l'auto. L'autre scruta l'ombre, serrant contre lui sa trousse de toilette. « Qui est là ?»« Non, à vous de répondre. Halte ! Qui êtes-vous vous-même » déclama l'auto. Denton monta sur scène. « Oh, Lancelot, vous m'avez flanqué une de ces frousses !» Il toussa et se ressaisit. « Seraient-ce les exhalaisons luxurieuses du cannabis que je sens là ?» L'auto glissa le joint entre les doigts tendus de Denton et celui-ci en prit une bouffée. « Qu'est-ce que vous faites en pyjama ?» demanda l'auto. « La question, mon cher, est plutôt « Que faites-vous ici, vous ?» Il s'assit près de l'auto, puis lui dit avec un petit sourire en coin. « Peut-être que vous me cherchiez ?»« Non. »« Ah. Mais bon, vous êtes là. » Le pétard terminé, Denton ajouta. « J'économise. Je dors dans les vestiaires. Je me suis résigné à une vieillesse pauvre. Il y a pire. Pas de punaise de lit. Et j'apprécie la présence constante des cloches. » Comme si elle lui donnait la réplique, la cloche sonna 3h30, ce qui les fit rire. L'auto reprit. « Ce soir, j'ai trouvé un garçon qui s'était pendu. S'était pendu. » Denton se figea. « Oh, le pauvre. Je ne le connaissais pas bien, il s'appelait Roulé-en-gelé. Harold. Ce garçon, j'ai essayé de le pousser à me parler, mais il était d'une telle tristesse. Vous, les garçons, vous avez été terribles, des sauvages. Oh, pas vous, l'auto, jamais vous. Je suis vraiment désolée que ce soit vous qui l'ayez découvert. » La gorge de l'auto se remplit de bile, et il se vit se balancer au bout de la corde jusqu'à ce que la porte s'ouvre, que la lumière s'allume. Il lui vint à l'esprit que même s'il avait grimpé l'escalier, trouvé le bureau du doyen déverrouillé, ouvert le tiroir et senti le poids de l'arme dans sa main, quelque chose en lui aurait résisté. Ça n'aurait jamais pu finir ainsi. Il est vrai, son heure n'était pas venue. Denton Thrasher prit l'auto dans ses bras et lui essuya le visage avec l'ourlet de son pyjama, révélant un ventre blanc et velu. Puis il berça l'auto sur le bord de la Seine, parmi des effluves mêlés d'amamélis, de listérine et de pyjama portés un peu trop longtemps. Le petit Lancelot sur les genoux de Denton, si jeune,
versant des larmes qui dépassaient son chagrin immédiat. Une peine plus profonde, ce qui effraya Danton. 4 heures. D'où Lancelot si talentueux. Mais là, c'était un peu trop, même si Danton percevait chez lui une étincelle rare. Il avait l'air on ne peut plus prometteur, mais en même temps on se demandait si quelques promesses essentielles ne l'avaient pas quitté pour ne laisser derrière elle que le ravage, ce qui était étrange car le garçon n'avait pas plus de 15 ans. Enfin, la beauté lui reviendrait peut-être. Dans 10 ans, il pourrait être ravissant, avoir investi de charme ce grand corps ridicule. Déjà, il montrait sur scène le talent d'un comédien véritable. Hélas, Danton savait que le monde était rempli de comédiens véritables. Seigneur, 4h30. Il allait devenir fou. Il ne pouvait contenir la tristesse de cet enfant. Il était trop faible. Le chagrin est pour les forts, qui l'utilisent comme carburant. Il songea « Je vais rester coincé ici avec ce garçon indéfiniment ». Il ne connaissait qu'un seul moyen d'arrêter ce flot de larmes, et pris de panique, il releva l'enfant, fouilla dans son jean et en sortit un pâle vermisseau surpris qui, une fois dans sa bouche, atteignit une taille impressionnante. Dieu merci, ce qui suffit à tarir ses pleurs. Bâton de jeunesse et d'une rapidité adolescente, déjà cette chair si ferme et solide fondait, coulait, se transformait en une visqueuse rosée. Danton Thrasher s'essuya la bouche et se redressa. Qu'avait-il fait ? Les yeux de Lotto disparurent dans l'ombre. « Je vais me coucher », murmura-t-il. Et il partit en courant dans l'allée, franchit la porte et se retrouva dehors. Quel dommage, se dit Danton. Quel geste théâtral, cette fuite forcée dans la nuit. Cet endroit lui manquerait. Il regretterait de ne pas voir Lancelot grandir. Il se leva et salua. « Sois béni », dit-il à l'adresse du grand amphithéâtre vide, et il fila au vestiaire faire ses valises. Samuel Harris, qui s'était levé tôt pour l'entraînement, regardait par la fenêtre quand il vit le pauvre Tartalabouze traverser en larmes et au pas de course la cour carrée plongée dans l'ombre. Depuis son arrivée au milieu du premier semestre, le nouveau était si bleu qu'il en était presque iridescent de tristesse. Samuel était le barreur de son équipe. Il était presque tous les jours niché entre ses jambes, et le gamin avait beau être une sorte de paria, Samuel s'inquiétait pour lui. Avec son mètre 90 pour à peine 70 kilos, son air congelé, ses joues comme des escalopes. Il était évident qu'il allait se faire du mal. Quand Samuel entendit Lotto grimper l'escalier 4 à 4, il ouvrit sa porte et le tira à l'intérieur de sa chambre. Là, il lui donna des biscuits d'avoine que lui envoyait sa mère. Et c'est ainsi qu'il apprit toute l'histoire. « Oh mon Dieu, roulez en gelée !» Lotto raconta qu'après le départ de la police, il était resté assis des heures sur la scène de l'amphithéâtre pour se calmer. Il parut vouloir ajouter quelque chose, réfléchit, se ravisa. Samuel se posa des questions. Il se demanda comment son père, qui était sénateur, aurait réagi et choisit d'arborer le visage d'un homme soucieux. Il posa la main sur l'épaule de Lotto et la tapota jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Il avait l'impression d'avoir franchi un pont quelques secondes avant qu'il ne s'effondre. Pendant le mois qui suivit, Samuel observa Lotto errant sur le campus jour après jour, et quand les cours se terminèrent, il l'emmena dans sa maison de campagne du Maine. Là, auprès de son père, le sénateur, et de sa mère, ancienne star du bal des débutants de la haute société noire d'Atlanta, semblable à un lévrier, Lotto fut initié à la voile, se fit des amis habillés en Lilly Pulitzer et Brooks Brothers, découvrit les fruits de mer au barbecue, le champagne, les tourtes qui refroidissent sur le rebord de la fenêtre et les labradors. La mère de Samuel lui acheta de la crème pour ses boutons, des vêtements de qualité, elle le nourrit et lui apprit à se tenir droit. Il devint peu à peu lui-même. Il eut du succès auprès d'une cousine de Samuel, âgée de 40 ans, qui le coinça dans la remise à bateau. Les peaux brunes avaient le même goût que les peaux roses, constata Lotto à sa plus grande joie. Quand ils retournèrent en classe à la rentrée de septembre, Lotto était si bronzé qu'on ne prêtait plus attention aux cicatrices d'acné sur ses joues. Il avait blondi, était plus détendu. Il souriait, plaisantait.
appris à se lâcher sur scène et en dehors. Il ne disait jamais de gros mots, et ça, c'était cool. À l'approche de Noël, l'ami de Samuel était devenu encore plus populaire que ce dernier, malgré son assurance du diable et ses grands yeux noisettes au regard brillant. Mais il était trop tard pour s'en préoccuper. Chaque fois qu'il regarderait Loto, durant toutes les années que durerait leur amitié, Samuel verrait quel miracle il avait accompli en le ramenant du côté de la vie. Cette année-là, juste avant Thanksgiving, en retournant à sa chambre après un cours de maths, Loto trouva Cholly recroquevillé dans le couloir devant sa porte. Il avait le teint cireux et sentait mauvais. « Gwenny !» dit-il, puis il grogna, se plia en deux. Loto le tira à l'intérieur. Il lui raconta une histoire embrouillée. Gwenny avait fait une overdose. Non, elle ne pouvait pas être morte. Gwenny la dangereuse, palpitante de vie. Et pourtant si. C'était Cholly qui l'avait trouvée. Il s'était enfui. Il n'avait nulle part où se réfugier à part auprès de Loto. Le linoléum beige se transforma en océan qui venait déferler contre les jambes de Loto. Il s'assit. Comme le monde changeait vite. 2 minutes plus tôt, c'était un gamin qui songeait à sa console Nintendo et s'inquiétait des asymptopes et des sinus. À présent, il se sentait lourd, adulte. Plus tard, quand ils se furent calmés, après avoir mangé une pizza en ville, Loto dit à Cholly ce qu'il avait envie de dire à Gwenny depuis la nuit de l'incendie. « Je vais prendre soin de toi. » Il était plein de courage. Il laissa Cholly coucher dans son lit jusqu'à la fin du trimestre. Ça ne le gênait pas de dormir par terre. Pendant toute la scolarité de Loto, du lycée à l'université, Cholly accepterait sans difficulté l'argent que son ami lui donnerait. Il s'en irait voir le monde pour, en fin de compte, revenir. Il assistait à tous les cours qu'il pouvait. Il n'avait pas de diplôme, mais il apprenait beaucoup. Personne ne dénonça Loto parce que tout le monde l'aimait, et pas parce qu'il s'inquiétait pour Cholly, que seul Loto parvenait à supporter. La vie était fragile. Loto l'avait appris. Les gens pouvaient être soustraits au monde à cause d'un mauvais calcul rapide. Si l'on risquait de mourir à tout moment, alors il fallait vivre. Ainsi commença l'ère des filles. Virées en ville, en boîte, le polo plein de sueur, rail de coke sur la table basse année 1950 en l'absence des parents. « C'est bon, mec, flippe pas, le gardien, il s'en fout. » Plan à 3 avec 2 filles dans une salle de bain. « Peut-être que tu pourrais revenir cet été ?» dit Antoinette. « Ah, parce que maintenant tu veux bien de moi ?» répondit-il sarcastique avant de refuser. La fille du directeur, sur le terrain de la crosse. Suçon. Le mène de nouveau, la cousine, 41 ans, dans un motel miteux. La fille du voisin dans un hamac, une touriste qui la nuit quittait son bateau à la nage. Samuel écarquillait les yeux sous le coup de l'envie. Un break Volvo acheté avec son généreux argent de poche. Plus de 7 cm gagné en septembre. 1,98 m. Othello dans la pièce éponyme et une Desdémone venue de la ville, âgée de 17 ans, rasée en bas comme une petite fille. Printemps, été dans le Maine. À l'automne, vainqueur de la Charles, célèbre course d'aviron. Thanksgiving chez Samuel, à New York. À Noël, Sally l'emmena à Montréal avec Rachel. « Et pas maman ?» demanda-t-il en essayant de dissimuler qu'il était blessé. Sally rougit. « Elle a honte de son image, » expliqua-t-elle doucement. « Elle est grosse à présent, on dirait un beignet. Elle ne sort jamais. » Admis à Vassar avant tout le monde, seule université où il s'était présenté sûr de lui, on organisait des fêtes extraordinaires là-bas qui éclipsaient toutes les autres. C'était la seule raison de son choix. Fêter l'événement dans les toilettes pour handicapés avec la petite sœur de Samuel, 15 ans, là pour le week-end. Ne le dis jamais à Samuel. Regard qui tue. Tu me prends pour qui ? Surprise, Samuel allait à Vassar lui aussi. Il était accepté partout, mais il serait mort plutôt que de renoncer à s'amuser avec Loto. Seule la mince Sally et la petite Rachel, âgée de 4 ans, qui refusait qu'on la pose par terre, vinrent assister à la remise des diplômes. Pas maman.
Pour chasser sa tristesse, Lotto imaginait sa mère en sirène comme autrefois, et non sous les traits de la dame obèse qui l'avait avalée. Dans le Maine, la cousine de Samuel, 43 ans, était hélas en Suisse. La sœur de Samuel, en bikini orange, et derrière elle, son petit ami, cheveux en bataille et yeux de cocker, Dieu merci. Une seule fille cet été-là, une ballerine à la langue de vipère, mais elle faisait de ces trucs avec ses jambes. Partie de croquet, feu d'artifice, tonnelet de bière sur la plage, régate. Enfin, l'été se termina. Les parents de Samuel, l'œil brumeux, dégagèrent leur nouveau chiot labrador dont la laisse s'était emmêlée dans les pieds de la table. « Nos garçons, » dit la mère dans le restaurant de homard, « ils sont grands. » Les garçons, qui se considéraient grands depuis 4 ans déjà à peste, se montrèrent tolérants avec elle et restèrent de marbre. Du pensionnat étriqué au monde merveilleux de l'université. Les salles de bain mixtes, poitrines savonneuses, la cantine, des filles léchant leurs glaces fondantes. Au bout de 2 mois, Lotto fut baptisé Maître Queue. Il serait faux de dire qu'il baisait tout ce qui passait. En réalité, il voyait dans chaque fille le meilleur de ce qu'elle avait. Des lobes d'oreilles pareils à des fruits, un duvet doré le long des tempes, de tels détails lui faisaient oublier un état général moins satisfaisant. Lotto imaginait sa vie comme celle d'un anti-prêtre qui aurait voué son âme au sexe. Il mourrait en vieux satyre, et une maisonnée de nymphes gracieuses le porterait en terre, folâtre. Et si ses plus grands talents étaient ceux qu'il déployait au lit ? Illusion. Les hommes très grands ont des membres si longs que le cœur fournit de gros efforts pour pomper le sang jusque dans les extrémités. Par son charme, il parvenait à persuader les autres qu'il était meilleur qu'il ne l'était en réalité. Ses camarades de dortoir ne parvenaient pas à croire à ce défilé de demoiselles. Une fille inscrite en études féministes avec des piercings au téton, une nana du coin, un bourrelet dépassant de son jean délavé, une étudiante en neurosciences, raie au milieu parfaite, lunettes épaisses spécialisées dans la position de l'Amazone à l'envers. Les garçons les voyaient traverser la salle commune les unes après les autres, et quand Lotto disparaissait dans sa chambre avec la fille, il sortait un carnet où il répertoriait les différents groupes taxonomiques. Australienopithecus, australienne aux cheveux en bataille qui deviendra une célèbre violoniste de jazz. Virago stridentica, punkette à l'identité sexuelle ambiguë que Lotto avait levée en ville. Sirena ongulatica, première de la classe, un visage de velours surmontant un corps de 150 kilos. Les filles ignoraient tout de ce manège. Ces garçons ne trouvaient pas leur jeu cruel. Mais quand 2 mois plus tard, ils montrèrent ce carnet à Lotto, sa colère éclata. Il hurla, les traita de misogynes. Ils haussèrent les épaules. Les filles qui baisaient méritaient le mépris qu'elles s'attiraient. Lotto se comportait en homme. Ce n'était pas elle qui décidait des règles. Lotto ne ramenait jamais les garçons. Il n'apparaissait dans aucun carnet. Il demeurait invisible, ces fantômes du désir qui le saisissaient dans son lit, à l'écart. C'était la dernière de la pièce de Lotto à l'université. Hamlet. Les spectateurs qui arrivèrent après que la sonnerie d'appel eut retenti étaient trempés. Les nuages qui, toute la journée, avaient pesé sur la vallée, avaient fini par crever. Ophélie jouait nue, ses énormes seins veinés de bleu comme du Stilton. Hamlet était Lotto, et vice-versa. À chaque représentation, c'était une ovation de la part du public. Dans l'obscurité des coulisses, il fit craquer sa nuque et pratiqua la respiration ventrale. Quelqu'un pleurait. Quelqu'un allumait une cigarette. Image d'une grange au crépuscule. Murmure. « Ouais, j'ai trouvé un boulot dans une banque. » Elle est debout sur le balcon, en train de l'imiter d'une manière pas sympa du tout quand il a le hoquet, et en même temps, elle l'accueille amicalement. « Je te dis merde. » Réverbération du silence. Le rideau s'ouvrit. Les sentinelles entrèrent sur scène d'un pas lourd. « Qui va là ?» Quelque chose s'alluma en Lotto, et sa vie reflua. Soulagement. Son enveloppe extérieure restait spectatrice en coulisses, tandis que lui, Hamlet, s'avançait. Il revint à lui alors qu'il saluait, son pourpoint trempé de sueur, et le tonnerre d'applaudissements enfla jusqu'au moment où les gens se levèrent. Au premier rang, le professeur Murgatroyd,
soutenu par son amant, et l'amant de son amant, s'écria de sa voix de bas bleu victorien: « Bravo! Bravo !» Des brassées de fleurs, des filles avec qui il avait couché l'une après l'autre l'étreignant, traces huileuses de gloss sur sa langue. C'est qui celle-là? Bridget, avec sa tête de cocker? Oh mon Dieu, elle l'étreint. Ils avaient baisé ensemble, 2 fois peut-être? 8. On lui avait rapporté qu'elle prétendait être sa petite amie, la pauvre. « On se voit à la fête, Bridge ?» dit-il gentiment en s'extirpant. Le public se dissipa sous la pluie. Ophélie lui saisit le bras. « À tout à l'heure ?» Il avait bien apprécié les 2 fois où il s'était retrouvé dans les toilettes pour handicapés pendant les répétitions. « Sûr, il la verrait plus tard », lui chuchota-t-il, et elle s'éloigna avec son corps de jeune fille folle. Il s'enferma dans les toilettes, le bâtiment se vida, on verrouilla les portes d'entrée. Quand il ressortit, les loges avaient été nettoyées, tout était noir. Il essuya lentement son maquillage, s'examina dans la faible lueur. Il se remit du fond de teint pour lisser les imperfections de sa peau, et comme il aimait la façon dont l'eyeliner faisait ressortir le bleu de ses yeux, il ne l'enleva pas. C'était bon d'être le dernier dans cet endroit sacré. Partout ailleurs, il détestait se retrouver seul avec lui-même. Mais ce soir, ultime moment de gloire de sa jeunesse, tout ce qu'il avait vécu jusqu'ici le remplissait. Sa Floride étouffante et perdue, le trou béant laissé par la disparition de son père, la foi fervente de sa mère. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.